Merci beaucoup, professeur Amrani. Donc, cher maître, chers collègues, j'ai le grand plaisir de faire partie de cette session de néonatologie après mes chers maîtres, professeur Malainin et professeur Mortari. Donc, c'est un sujet qui me tient au cœur. Surfactant chez le prématuré, quand et comment. Donc, c'est une question il y a beaucoup de controverses par rapport à ce thème. Et là, dans la prématurité, donc ça pose toujours un problème. Donc sur le dernier rapport qui est publié par l'OMS, Born Too Soon, donc mai 2023, donc toujours ce problème de prématurité existe et on a des chiffres qui font peur. 152 millions sur la dernière décennie, 2010-2020, et les taux de prématurité, de naissance prématurée, pardon, n'ont pas changé au cours de la dernière décennie, quelle que soit la région du monde. Donc c'est un problème de santé publique mondiale. Il y a aussi un autre problème qui est lié à notre contexte en comparaison avec les pays très développés, donc concernant la mortalité des extrêmes prématurés d'âge inférieur à 28 semaines, un grand gap, une grande inégalité de survie, puisqu'on a sur ce rapport 9 sur 10 de survie contre 1 sur 10 dans les pays sous-développés. Donc des bébés nés et un prématuré décède, et un est prématuré, et toutes les 40 secondes, un de ces cas, de ces bébés décède à cause des complications, notamment les complications respiratoires, et on trouve en premier la maladie des membranes hyalines. Donc sur ce rapport publié en 2019, c'est un rapport national des États-Unis qui a fait une étude rétrospective sur le taux d'incidence et la tendance de l'incidence de la MMH et qui a trouvé une augmentation très importante malgré les efforts qui ont été faits. Donc quasiment le taux de prématurité de MMH a doublé entre 2003 et 2014 contre une amélioration, heureusement, de l'incidence de la dysplasie et de la mortalité liée à la MMH, et cela grâce à l'administration antinatale des corticoïdes, à la large utilisation de la ventilation, notamment la ventilation non invasive, la NCPAP nasale, et à l'usage de surfactants. Donc le néonatologue en salle de naissance, lorsqu'il est appelé, bien sûr toujours l'anticipation elle est importante pour menace d'accouchement prématuré. Donc il a un challenge d'abord d'assurer une optimisation, une adaptation optimale de nouveau-né qui est prématuré. Et souvent c'est donc un problème d'adaptation. Deuxièmement, de faire le diagnostic, et il faut insister sur l'aspect précoce de la maladie de membrane hyaline. Et pour cela, il faut avoir des critères et des bases pour poser le diagnostic au bon moment. Et puis, l'administration de surfactants, la question c'est quand et par quelle méthode. Donc, on va essayer de revoir ces questions. Donc, pour rappeler, c'est un rappel bref sur la maladie de membrane hyaline. Donc, c'est un ensemble de manifestations cliniques et radiologique qui est dû à un déficit quantitatif et aussi qualitatif du surfactant et qui sera responsable des atylectasies. Cliniquement, c'est une détresse respiratoire qui est précoce, d'aggravation progressive, qui est faite de signes de lutte, notamment le gênement expiratoire avec augmentation des besoins d'oxygène. La prise en charge, elle est actuellement codifiée. D'abord, elle est préventive par la prévention de la prématurité et par la corticothérapie antinatale et curative, instillation de surfactants et le traitement spécifique, et elle est également non spécifique par la ventilation mécanique et surtout la ventilation mécanique non invasive. Donc, un rappel physiologique de surfactant, c'est une lipoprotéine qui est amphilique, hydrophile et hydrophobe, qui est sécrétée par les pneumocytes de type 2 vers la 20e semaine d'âge gestationnel, et elle est composée essentiellement par les phospholipides et en moindre quantité par les protéines spécifiques. Et ces phospholipides qui représentent 90% du surfactant qui fait le support biochimique de l'action tensioactive et qui est composé essentiellement par le DPPC,
Les protéines, il existe 4, le SPB, SPC qui sont hydrophobes et qui font le rôle de l'optimisation des propriétés tensioactives, le SPA et le SPD, pardon, qui est hydrophile et qui ont un rôle immunitaire et immunomodulateur. Les surfactants exogènes qui existent, donc, on peut les classer schématiquement en deux, d'origine animale, bovine ou porcine. Et il y a aussi les types de surfactants synthétiques. Et là, c'est un tableau qui montre la composition des surfactants exogènes en fonction de la composition en phospholipides et en protéines. Maintenant, les recommandations sont pour l'administration de type animal du surfactant. Quand administrer le surfactant, donc par rapport à l'administration prophylactique ou sélective, maintenant la question elle est résolue. Donc sur toutes les recommandations, l'administration prophylactique n'est plus recommandée, et cela devant l'utilisation large de la NCPAP précoce en salle de naissance et l'administration de la corticothérapie anténatale. Donc c'est un traitement qui va être sélectif. Et sur le délai, donc cette méta-analyse qui est publiée en 2012, donc une administration précoce, sélective, va améliorer le pronostic des nouveau-nés, notamment sur les complications aiguës, complications pulmonaires, à savoir l'emphysème interstitiel et le risque de pneumothorax, mais aussi l'amélioration du pronostic vital, la mortalité et la dysplasie bronchopulmonaire. Sur les guidelines, quels sont les critères d'administration de surfactants? Il y a toujours des changements. Donc, sur les dernières recommandations de 2022 de la Société européenne de management de la détresse respiratoire néonatale, ou la MMH, si un prématuré inférieur à 30 semaines, s'il a besoin d'une intubation pour se stabiliser, il faut immédiatement administrer le surfactant. Et le surfactant de secours doit être administré au début de l'évolution de la maladie. Donc c'est ce qu'on a vu sur l'importance de la précocité de l'administration. Et le protocole qui est suggéré maintenant, c'est de traiter les bébés qui sont en aggravation de la syndrome de détresse respiratoire avec comme cutoff de la FO2 à 30%. Donc ça a été changé sur une pression de CPAP, pression PEP plus ou égale à 6 cm d'H2O, ou si l'échographie pulmonaire suggère un besoin de surfactant, on peut être amené à administrer une deuxième, voire une troisième, bien sûr, devant la dégradation clinique ou l'augmentation des besoins d'oxygène malgré l'administration de la première dose. Donc actuellement, l'échographie garde une place de plus en plus importante dans le diagnostic de la maladie des membranes hyalines. Elle a beaucoup d'avantages, notamment la réalisation rapide, pas d'irradiation, la reproductibilité, l'écho aussi. Et classiquement, il faut chercher les signes échographiques, notamment l'aspect de Waitling, le poumon blanc, sur la photo, et ligne pleurale épicée, l'absence de zone épargnée pour faire la différence entre le DRT, détresse respiratoire transitoire, et la MMH, et la présence aussi de consolidation. Toutefois, il y a quelques limites, notamment il faut avoir une formation préalable, et sur quelques complications, il est moins performante que la radiothorax, notamment l'emphysème interstitiel et un pneumothorax qui s'installe dans le stade initial. Comment administrer le surfactant? Donc, classiquement, on peut les diviser en deux grandes techniques. La première, dite invasive, avec nécessité d'intubation, qui est C-Insure, intubation surfactant et extubation rapide. Et les autres techniques dites non invasives, sans besoin d'intubation, et qui sont connues sur plusieurs acronymes, LISA, MIST, NISA. On peut également utiliser le masque laryngé chez les prématurés de poids supérieur à 1 kg. D'autres méthodes comme l'aérolysation et la nébulisation sont toujours en étude et en essai. Donc la première technique qui a été décrite par le professeur Henrik Werder, c'est un prof
néonatologue danois, en 1989. Donc, c'est une technique qui est basée sur l'intubation, bien sûr avec préalable une sédation, administration du surfactant et une extubation le plus rapidement possible. Et c'est une technique qui a été initiée pour éviter les complications liées à la ventilation mécanique prolongée, notamment la dysplasie bronchopulmonaire au long cours. Elle a quelques limites, notamment la nécessité d'une prémédication pour l'anesthésie qui est lourde et qui risque d'avoir un retard d'extubation, risque aussi d'avoir une ventilation mécanique plus prolongée avec des risques au long cours et des épisodes également hypoxémiques qui peuvent être liés à la technique, aux tentatives d'intubation, notamment chez les extrêmes prématurés. Donc c'est une technique qui est un peu... il faut avoir beaucoup d'apprentissage sur l'intubation. Les techniques LISA, donc également décrites par le même médecin, professeur Werder, en 1992, et qui se base sur l'insertion d'un petit cathéter, un dispositif, on va voir en fonction des études, c'est un dispositif qui est variable dans la trachée, avec ou sans utilisation de pince de Magil, grâce à la laryngoscopie directe, et tout en gardant l'avantage, c'est garder le nouveau-né en ventilation spontanée par la CPAP. Donc, chaque technique a des limites, notamment la technique LISA, donc elle a quelques effets secondaires ou des incidents qui ont été rapportés, c'est le reflux du surfactant, l'inconfort, on va parler de la sédation tout à l'heure, l'inconfort lié à l'absence de sédation dans certains protocoles, et d'autres effets, notamment les apnées, les bradycardies, ont été rapportés. C'est une technique également qui a des contre-indications, notamment une détresse respiratoire sévère avec acidose très importante, avec besoin d'intubation. La formation préalable, elle est obligatoire. L'inexpérience de médecin aussi, c'est une contre-indication. Et le pneumothorax qui est une contre-indication, une ventilation non invasive. Sur le plan pratique, toujours le contrôle thermique du nouveau-né. Il faut faire une aspiration gastrique au préalable. Il est préférable d'avoir un accès veineux, au moins périphérique. La dose de charge de caféine, elle est discutable, surtout chez les grands prématurés, avec risque d'apnée au cours, ou avant ou après même la technique. Et bien sûr, une ventilation initiale non invasif, soit en pièce santé, soit par la NCPAP. Et toujours, il faut préparer le matériel pour anticiper sur une intubation qui a toujours un risque de passer en ventilation mécanique. Il faut préparer le surfactant, il faut le réchauffer, le mettre sur une seringue entre 5 ml à 10 ml. Il faut avoir pince de Magil dans certaines situations où on l'utilise. Et le dispositif d'instillation qui est variable, on va le voir. Et donc, c'est un dispositif qui va être repéré et c'est des repérages qu'on fait en fonction de l'âge et en fonction du poids. Donc, plusieurs techniques ont été publiées. Il y a des différences par rapport au dispositif utilisé. Il y a techniques qui utilisent les sondes gastriques 4-5 French, l'angio-4, les cathéters ombilicaux, donc plusieurs dispositifs avec ou sans pince de Magil. C'est en fonction de textile de ce dispositif, est-ce qu'il est rigide ou il est souple. Donc les protocoles de sédation, c'est très variable. Donc une petite vidéo par rapport à la technique qui montre la technique de Hobart. Donc c'est une technique qui va utiliser chez un prématuré un dispositif sous forme de angio-4, CS gauche. Donc on va toujours mettre le nouveau-né en position neutre avec prévention de l'hypothermie. On va utiliser le laryngoscope pour voir la glotte. On va faire passer l'angio-4 par la glotte avec le repère. L'instillation de surfactant va se faire avec une bouche fermée sous forme de bolus, donc des bolus à peu près de 10 secondes, c'est variable. On peut mettre une durée jusqu'à 3 minutes. Et bien sûr, c'est un nouveau-né qui est scopé et qui est monitoré de façon continue. Et à la fin, on va faire une purge d'air donc pour faire passer le surfactant, et c'est un nouveau-né qui est en ventilation spontanée par NCPAP.
Donc la grande question, c'est toujours pose problème d'équipe et de consensus, c'est la sédation dans la technique LISA. Donc c'est des protocoles généralement qui sont personnalisés, qui sont variables et qui utilisent des molécules aussi variables. Il y a le propofol, la kétamine, fentanyl, midazolam, atropine, morphine et ainsi de suite. Ça, c'est des protocoles en monothérapie, parfois en bithérapie, et il est recommandé toujours d'administrer une analgésie non médicamenteuse à base du sucre entre 20 et 30% en sublingual. Donc la sédation, elle a des risques. Donc, et ces risques, c'est essentiellement les apnées, avec risque de passage en ventilation invasive, des effets secondaires à type de bradycardie, hypotension, et également des effets neurosensoriels au long cours et des effets secondaires liés à la molécule utilisée. Donc plusieurs études sont intéressées à cette procédure de sédation ELISA. Sur cette étude de 2020, donc les effets secondaires qui ont été objectivés de façon significative, c'est une augmentation de l'incidence de l'augmentation du risque d'avoir des apnées de façon significative et l'augmentation du risque d'usage, d'augmentation des besoins d'oxygène et de désaturation. Mais par contre, il n'y avait pas une augmentation significative du risque de passage en ventilation invasive et les protocoles le plus utilisés, c'est la kétamine. Une autre étude publiée en 2018 et qui a utilisé chez des grands prématurés, de 26 à 37 semaines le propofol à une dose de 1 mg/kg, donc c'est une dose pas très élevée, avec le sucre et la caféine en fonction de l'indication, donc qui a démontré l'amélioration du confort chez le groupe sédation, avec une augmentation significative du risque de désaturation inférieur à 85 et de besoin de ventilation non invasive. Mais il n'y avait pas d'augmentation du risque de ventilation dans les 24 heures. Maintenant, pour comparer quelle technique on va utiliser, LISA ou INSURE. Donc on va se baser essentiellement sur la mortalité, sur les effets secondaires, sur les complications aiguës graves, notamment l'hémorragie intraventriculaire, l'entérocolite, l'hémorragie pulmonaire, et sur les complications au long cours, notamment la dysplasie bronchopulmonaire et les séquelles neurosensorielles au long cours. Donc plusieurs études sont intéressées à cette comparaison, notamment l'étude AMV, publiée en 2011, et qui a comparé deux groupes, LISA et INSURE. Les principales conclusions, c'était une réduction significative de besoins, de la durée de ventilation mécanique dans les 3 jours et les besoins d'oxygène à J28 chez le groupe LISA. Il n'y avait pas de différence significative concernant la mortalité ou les effets indésirables ni sur la dysplasie bronchopulmonaire. L'étude NINSAP, qui est très intéressante par rapport à la population inclue, c'était des grands prématurés, des extrêmes prématurés entre 23 et 26 semaines d'aménorrhée. Donc c'est une étude randomisée multicentrique, publiée, donc faite entre 2009 et 2012, qui a utilisé le Poracton alpha à une dose à 100 mg/kg, donc c'est la moitié de la dose recommandée quand même, et sans protocole de sédation parce que c'est une population très extrêmement prématurée avec des risques d'apnée et de dépression respiratoire. Donc il a trouvé une amélioration significative des besoins de ventilation mécanique sur le groupe LISA, et une diminution du risque d'avoir un pneumothorax, une hémorragie intraventriculaire de façon significative sur le groupe LISA. Sinon, sur le plan dysplasie bronchopulmonaire, il n'y avait pas de différence significative, ni sur le décès, ni sur la durée d'hospitalisation. L'étude optimiste, c'est la plus large étude publiée qui a inclus 485 prématurés. C'est une étude, un essai clinique randomisé, avec un âge de gestation entre 25 et 28, donc qui a comparé le groupe mixte avec la technique de Hobart et un groupe contrôle sans instillation de surfactants. Donc les principales conclusions, il y a une différence significative en faveur de la LISA, la MEST,
par rapport à la réduction des besoins en intubation dans les 62 heures et par rapport à l'incidence du pneumothorax drainé. Par contre, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes, réduction de la mortalité née de la dysplasie bronchopulmonaire. Cette étude, malgré que le nombre de nouveau-nés n'était pas très important, 58 prématurés, mais elle a utilisé un mode ventilatoire qui est le NIPPV, donc non-invasive ventilation, non-invasive ventilation presseur. Donc, les mêmes conclusions sortent de cette étude, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative entre l'ISA et Ensure concernant les effets secondaires, les complications aiguës, la mortalité ou la dysplasie bronchopulmonaire. Donc, la méta-analyse publiée en 2021, donc, qui a fait le résumé, qui a pris toutes les études qui s'est intéressée à la comparaison LISA et MIST, donc elle a trouvé une différence significative, une amélioration significative en faveur de la LISA concernant le décès et ou la dysplasie bronchopulmonaire combinée, donc avec une certitude modérée, et également une différence significative en faveur de la LISA par rapport aux besoins d'intubation dans les 62 heures et dans la bronchodysplasie à 36 semaines d'âge postnatal. Concernant le développement neurosensoriel et l'évolution au long cours. Donc, il y a une cohorte qui a fait suite à l'étude AMV qui a été publiée en 2011. Et là, c'est la cohorte qui a comparé les deux groupes, LISA et contrôle, LISA et Ensure, et qui n'a pas trouvé de différence significative concernant le développement psychomoteur, notamment les scores de Bayley, MDI et PDI, et également la capacité de marcher, ni sur le poids, ni sur la taille, ni sur l'augmentation du risque d'avoir des infections respiratoires. Donc, sur les guidelines, actuellement, en 2022, la LISA, c'est la technique de préférence d'administration du surfactant chez les nouveau-nés prématurés. Et la dose recommandée actuellement, c'est 200 mg kg en poractone alpha, qui est supérieure à une dose de 100 mg kg en poractone alpha et qui est aussi supérieure à une dose de 100 mg au Beractone par rapport à l'instillation concernant la prise en charge de la MMH. Donc en conclusion, l'administration de surfactants doit être faite à rischio et non prophylactique. Et le cutoff qui est actuellement recommandé, c'est une IFO2 supérieure à 30% avec une PEP supérieure à 6 cm H2O et en cas de signes échographiques évocateurs. Donc l'intérêt de l'échographie est actuellement de plus en plus important et il doit se faire le plus tôt possible, moins de 2 heures, voire moins. Et le type, c'est recommandé actuellement, c'est le type animal et la méthode LISA. Donc c'est une méthode qui devrait avoir, donc on devrait avoir un apprentissage pour la bonne réalisation. La question qui reste toujours à poser, c'est la sédation dans la procédure LISA. Je vous remercie. Merci. Franchement, bravo, professeur Daoudi, pour cette excellente présentation. La parole est à la salle. Je crois que... et avant de demander la parole à la salle, est-ce qu'il y a une expérience nationale pour la nouvelle utilisation? Nous, à Tanger, on a commencé à l'utiliser jusqu'au jour, il y a 7 cas, pas facile, mais on ne peut pas évaluer. Notre contexte est tout à fait différent. Donc, professeur Melaine. Merci, professeur Daoudi, de cette excellente présentation. Donc, l'expérience nationale, donc on a une expérience à Marrakech, mais on n'a pas évalué. La problématique dans les centres hospitaliers, c'est la disponibilité d'abord du surfactant. Oui. J'aimerais bien les réaliser à H2. Parfois, donc, pour mettre le nouveau-né avec l'admission, avec tout ça, donc parfois H12, H24, si tu le mets à H12, c'est bon. Donc ça dépend de nous devons parler donc un langage, notre réalité.
C'était chez Hassan avec l'arsenal thérapeutique, avec les connaissances, il va l'admettre, il va le mettre à H2. Ça c'est sûr, mais il a été averti qu'il y a un nouveau-né qui est à 26 semaines, à 28 semaines, avec l'âge gestationnel qui est correct. Donc il faut savoir que parfois on admet du nouveau-né, ils vont dire qu'il est à 37 semaines, lorsque tu l'examines avec les scores d'évaluation, donc tu le trouves à 28 semaines. Donc il y a un problème d'abord, la disponibilité et l'âge d'admission et la technique bien sûr. La citation, donc ça dépend des protocoles. Donc il y a ceux qui mettent juste donc le G30, parfois le G20, d'accord, pour relaxer le nouveau-né. Parce que c'est pas évident parfois avec ces petits, et il faut avoir de l'expérience pour mettre le tube et admettre. Et c'est ça, c'est tout. Mettre l'intubation, c'est ça le problème. Donc, je parle d'une manière générale, mais c'est le tout dans notre contexte. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une expérience, peut-être Madame Barakat, Professeur Barakat. Donc, je te remercie, je te félicite pour ta belle revue et synthèse des données sur la question. C'était très bien fait. Je rejoins Amel Aini dans l'état des lieux. Parce qu'en fait, moi, je vais plus loin. Parce que si aujourd'hui, on veut nous organiser en GST, je pense que le premier plaidoyer qu'on devrait faire, nous, centre tertiaire, c'est d'avoir une équipe seniorisée qui fait la garde résidentielle, cher ami. Parce que lorsque tu es là, lorsque je suis là, lorsque nos seniors sont là, nous aussi, on a quelques cas, mais qu'on n'a pas évalués. Les seniors font la technique, on instille le surfactant, on donne que du G30, on ne sédate pas. Mais on n'a pas encore évalué parce que, au fait, il y a les 2/3 qui vont être intubés et surfactés le soir parce qu'il n'y a que les résidents qui sont de garde. Donc, en fait, il y a tout ce que tu as dit en plus de ça. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut leader la néonate dans les régions, on devrait avoir une garde seniorisée. Pour ça, il faut avoir des praticiens hospitaliers fixes dans nos services. Et là, on peut faire des protocoles applicables 24 heures sur 24, des techniques qui seraient évaluées. Parce qu'effectivement, le constat, mais sans étude, c'est que ceux qui sont intubés restent, malgré la surfactation, ventilés plus longtemps, avec de la morbidité. Oui. Je vais avancer que, pour compléter... Oui, professeur Melaye. Pardon. Donc, nous, systématiquement, nouveau-né prématuré, véné, d'accord, avant de le surfacter. Donc, ça a été démontré qu'il améliore donc le pronostic, même parfois sans surfactant, même s'il y a parfois il y a une amélioration, mais on ne peut pas parler, si on n'a pas l'étude qui a été réalisée, mais le constat clinique, d'accord. On le met ce VNI, et puis si on a le surfactant, on le surfacte. Ceux qu'on a mis ce VNI surfactant, ils ont un bon pronostic, donc ils sortent de la réanimation précocement, et ils diminuent le besoin rapidement par rapport à ceux qu'on a mis uniquement ce VNI, ou bien ceux qui n'ont pas été surfactés. Merci, docteur Hassan Afilal. Alors, moi et quelques vieux, ici, Jabir et Mustafa, on a vu naître le surfactant. On a participé aux premières études en 89. Et on le faisait systématiquement dans les salles de naissance. Et franchement, ça a été une révolution. Alors, il faut aussi parler... Pour nous, le problème d'injecter ou d'administrer le surfactant n'a pas été un problème. Le problème, c'est la surveillance après. C'est-à-dire que ça te fait chuter immédiatement et augmenter la compliance, et tu as des dégâts. Comme tu as au 3e jour. Moi, j'écris sur les couveuses, attention, 3e jour, risque de pneumothorax, parce que d'un seul coup, ça chute. Et si tu ne suis pas en ventilation, ben, l'enfant, il fait un pneumothorax. Donc, 3e jour, il faut se méfier. La deuxième des choses, il faut une surveillance très pointue, il ne faut pas aspirer. Alors, il ne faut pas décober les enfants et les aspirer les 3 premiers jours. Les 3 premiers jours. Dès que tu décobes l'enfant, le poumon se referme. Et ça, c'est extrêmement important d'insister. Et puis, une chose qui a été déjà dite par mon ami professeur Abdeltef, c'est que la PIP actuellement, nous on faisait 4, mais maintenant c'est un consensus européen. C'est entre 6 et 8. Les Allemands utilisent 8. Et les autres pays de l'Europe, c'est du 6. Voilà, il faut jouer sur ça parce que, en fait, on croyait pendant longtemps que la PEP était
agressive. Et maintenant, c'est une PEP qui est protectrice. Parce que le fait de ne pas avoir de grandes ampliances et de pression de crête et de PEP, le poumon ne se casse pas. Donc il y a moins de cisaillement et moins de dégâts. Voilà, c'est extrêmement important dans la ventilation de tenir compte de tout cela. Merci. Mustafa Mouftari. Merci beaucoup. Merci Saad Latif pour cette synthèse qui est extraordinaire. Donc, je rappelle juste la différence entre la LISA et l'INSURE. Il y en a une où on ne ventile pas et l'autre on ventile. La LISA, on ne ventile pas. L'INSURE, on met la sonde, on fait 3 ou 4 coups de ventilation et après on extube. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas un problème de quel type d'intubation, c'est surtout quel type de ventilation. Dès qu'on ventile, ça a été déjà démontré chez le rat et la souris il y a déjà longtemps, si on ventile au ballon ou on ventile sur une sonde d'intubation pendant 30 secondes, on crée ce qu'on appelle le stress mural. Le fait de créer du stress mural, ça vous donne le lit de ce qu'on appelle le chronic lung disease, donc la dysplasie bronchopulmonaire. Donc c'est surtout ces ventilations. Parfois, vous n'avez pas le choix. Quand un enfant est en détresse respiratoire, tu l'intubes, tu mets le surfactant, tu es obligé de ventiler. Quand tu as le choix, se disait Fadl, quand l'enfant est mis en PPC nasal, il est stable et que tu l'intubes, la préférence à la LISA, bien sûr. Quand on ventile les 3 ou 4 ou 10 coups de ventilation pour disperser le surfactant, vous allez agir sur ce qu'on appelle l'angiogénèse. Donc l'angiogénèse, parce qu'on intervient chez un enfant qui est entre 27, 28, 29 semaines. Son poumon est encore immature. Donc à ce moment-là, vous allez altérer l'angiogénèse parce que vous apportez 2 choses, le volotraumatisme et le barotraumatisme, plus de l'oxygène. Donc ces 2 éléments interfèrent, ils vont arrêter votre angiogénèse. À ce moment-là, vous développez. Et en même temps, quand on ventile, on gêne le retour veineux cérébral. Et c'est ça qui prédispose aux complications cérébrales. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Oui, docteur Salmat. Oui, une modeste expérience libérale. Donc, pour le surfactant, on l'a, mais là, la remarque, c'est qu'on est de plus en plus réticent pour l'utiliser. Parce qu'il y a déjà les autres méthodes de ventilation, c'est-à-dire la CPAP, ça nous a rendu d'énormes services. Et le constat qu'on a vu, c'est que les petits prémas qu'on reçoit dans les cliniques, parfois, ils n'ont pas besoin de... Avec une simple oxygénothérapie, on n'a pas d'éléments vraiment de... On n'a pas vu beaucoup de maladies membranialines. Cependant, au-delà de 32 semaines, ils sont graves. Quand il y a maladie membranialine, on les voit que c'est grave. Et le fait de l'utiliser une sourde, ça ne limite pas la durée de la ventilation. L'avantage pour mettre le surfactant, c'était pour limiter cette durée. Et on voit qu'on était obligé de prolonger la ventilation pendant les 4 à 5 jours. Il y a une évolution particulière. Donc ça, j'aimerais bien en profiter des grands centres. Il y a une plus d'expérience. Merci. Docteur Hassan Afida, des commentaires? C'est que les surfactants, effectivement, les protocoles, c'est 30%. Les Américains, l'American Academy of Pediatrics, c'est 40%. C'est la seule différence. C'est-à-dire, au-delà de 40%, tu administres. En dessous, tu n'administres pas. Voilà. Mais sinon, c'est à 10% près. Ce n'est pas le problème. C'est aussi la clinique et l'âge du prématuré. Merci. Docteur Mouna Zouine, CHU Tanger. Alors, nous, à Tanger, comme a dit Oussad Olmade, on a une petite expérience, une petite série de 12 malades chez qui on a administré le surfactant justement par la méthode LISA. Alors, avec l'inauguration de Sa Majesté, on a une belle dotation de surfactant. Donc, on a travaillé justement avec la méthode LISA et on a eu de bels résultats. Vraiment, c'est une technique innovante, très facile. Et donc, il suffit juste d'essayer, de tenter. Et donc, on aura de bels résultats, Inch'Allah. Surtout que la prémédication, on a un large choix. Donc, c'est très prometteur comme technique. Oui, effectivement. Oui, c'est une technique, juste il faut un apprentissage au préalable, il faut former toute l'équipe et toujours se anticiper et se préparer par rapport au risque d'intubation. Est-ce que vous utilisez, professeur Olmate et professeur Zouine, une sédation, un protocole de sédation?
Alors le propofol, il a donné dans notre petite série de bels résultats par rapport au midazolam. Donc on associait justement l'allaitement maternel avant la technique, une demi-heure à peu près, et puis c'était uniquement le propofol ou le midazolam. Alors on a utilisé le midazolam plus que le propofol. C'est vrai, justement, c'était par la disponibilité du médicament, mais le propofol également, il a donné de très bels résultats par rapport au midazolam. Certes, cette technique aura dans l'avenir sa place. Dans notre contexte, elle est utile si on voit notre contexte, il n'y a pas beaucoup de centres qui font la ventilation invasive. Et donc, pour les centres de niveau 2, quand il y a l'indication de surfactant, donc sans intuber le malade. Mais avant d'y arriver, il y a, comme il a dit tout à l'heure le professeur Rim, la corticothérapie pour éviter, en plus de la ventilation non invasive, la corticothérapie antinatale. Ouais, voulez-vous dire un mot? Merci. Nous, l'expérience d'Oujda, je pourrais vous dire qu'on a galéré longtemps au début. On n'avait pas de surfactant comme tout le monde. Et d'ailleurs, le premier cas qu'on a eu, si mon ami Dr Hassan Nafilel se rappelle, c'était l'enfant d'un collègue chef de service. Et la maman qui était hystérectomisée parce qu'elle avait fait un problème de placenta percreta. Et c'était un seul garçon parmi 2 autres filles. Et donc, il fallait vraiment galérer. Et je me rappelle, c'est le grand-père qui est revenu chercher, le grand-père qui est aussi notre professeur, un autre professeur qui nous a enseigné à Rabat, donc qui est reparti pour chercher le surfactant de chez mon ami Hassan Nafilel pour sauver ce bébé. Et c'était la raison pour laquelle c'était mon cheval de bataille, pour pouvoir défendre ce produit. Parce qu'au début, je parlais de surfactant, c'est comme si je parlais de quelque chose qui était vraiment... voilà, ça a transformé la vie d'un collègue, je dirais. Et là, on pouvait défendre le produit. Là, heureusement, alhamdoulilah, on n'a pas de problème par rapport au surfactant, sauf que les demandes d'année en année, elles augmentent. Et on n'ose pas vraiment passer à la 3e dose, je vous le dis. C'est-à-dire quand on est face à des cas, on fait la première dose, 2e, mais 3e, on n'ose pas vraiment le faire. On reste un peu réticent. Donc, c'est ça l'expérience d'Oujda. Donc, je vais vous raconter une anecdote. Alors, le premier surfactant qui a été utilisé au Maroc, c'est moi qui l'ai utilisé. Et je me rappelle en 94. Et c'était pas un Curosurf. Ça s'appelait le Surfexo, Mustafa va s'en rappeler. Et il fallait pas de frigidaire ni rien du tout. Hein. C'était de la poudre, ça a disparu ce truc-là. Et je me rappelle même du nom de l'enfant. Il s'appelait Moumerine et il venait de Esfi. Et je l'ai intubé, ventilé, j'ai mis le Surfexo. Et j'ai expliqué aux parents, parce que l'enfant s'en est sorti, on l'a ventilé, il est sorti, avec un appareil de ventilation que m'avait offert Huot, Gilbert Huot, et voilà. Et l'enfant et les parents, je leur ai expliqué, voilà, c'est un produit qui ouvre le poumon. Eh ben, ils m'ont jamais cru. Je vous jure qu'ils me l'ont dit ouvertement. Ils ont eu ce mérite et cette sincérité de me dire, là, voilà, c'est l'anecdote. 94, Surfexo au Maroc. Oui. Donc, merci. Nous arrivons à la fin de cette séance. Donc, nous avons mis l'accent sur les 3 pathologies qui tuent au Maroc le nouveau-né, l'infection, l'asphyxie, la prématurité, avec 3 experts, Dr Mustafa Mkhtari, professeur Malaïnen et professeur Daoudi Abdeltaif. Et donc, merci pour l'assistance. Et donc, merci beaucoup.